Voilà, nous voici donc réunis pour une conférence sur précisément le livre de Philidor. Évidemment, je vais vous parler bien sûr aussi de Philidor le joueur un petit peu, mais ce n'est pas le thème de la conférence. Le thème, c'est plutôt son livre. Donc, analyse du jeu d'échecs dont on va parler. Alors, pour caler, il faut que j'aille chercher aussi une information. Voilà. Ici. Voilà. Je vous ai préparé un petit graphique. Alors, c'est le même que j'ai présenté pour ceux qui étaient là sur la conférence sur Ruy Lopez. C'est un graphique historique qui vous présente Philidor dans la trame de l'histoire des grands joueurs d'échecs. Je pense que c'est assez important parce qu'on n'a pas forcément une bonne idée. Donc ici, c'est un histogramme qui part de 1450. Alors pourquoi 1450 ? C'est l'invention de l'imprimerie en Europe, Gutenberg. Donc c'est important puisque le premier livre imprimé, au sens imprimerie moderne, au sens mécanique, c'est 1497 pour le premier livre d'échecs, c'est Lucena, avec le fameux Lucena qui avait inventé la manœuvre le pont de Lucena dans les finales de tour. Et puis donc il va jusqu'en 1900, qui est un peu le début des échecs modernes, avec le premier champion du monde, Stenitz. Alors donc, on a Lucena qui arrive à la fin du 16e, à la fin du 15e, début 16e. Lucena qui a écrit donc ce premier livre imprimé. Ensuite, on a Damiano qui était un joueur portugais. Alors, Lucena, c'était un prêtre espagnol. Damiano, c'était un portugais qui a écrit son livre donc début 16e. Les rectangles vert et rouge sont la durée de la vie des joueurs, d'accord ? C'est la durée de la vie des joueurs. Et quand on passe du vert au rouge, c'est le moment pile où le joueur a écrit son livre. Voilà, donc ça vous montre l'endroit dans la vie des joueurs où ils ont écrit leur livre important. Donc Damiano. Alors Damiano, c'est intéressant à connaître. C'est lui qui a inventé le gambit de Damiano. Alors le gambit de Damiano, si vous ne connaissez pas, je vous donne les coups, puis vous vérifierez sur un échiquier. C'est E4, 5, cavalier F3, F6. On joue F6 avec les noirs. Et cavalier prend E5. On sacrifie le cavalier sur E5. Et en fait, c'est très bon pour les blancs. Mais c'est pas si clair que ça si on joue bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ouverture à creuser. Et c'est ce qu'avait fait Damiano. Et ensuite, c'est ce qu'a fait le Ruy Lopez. Ruy Lopez, qui arrive après, va passer un quart de son livre à réfuter Damiano, en fait. Ou en tout cas à améliorer ses variantes, parce qu'il ne réfute pas tout. Il dit qu'il y a quand même des choses bonnes. Mais il va quand même passer pas mal de temps pour réfuter pas mal de choses que Damiano avait dit dans son livre. On est sur les premiers grands théoriciens. Et Ruy Lopez est considéré encore aujourd'hui, et particulièrement par les Espagnols, sacrés Espagnols, comme évidemment comme le père de la théorie. Donc voilà, je pense à juste titre, c'est le premier qui va faire une revue exhaustive de tous les débuts de partie. On aura même un début scandinave dans la Ruy Lopez, alors qu'à l'époque, il jouait surtout des gambits du roi. Donc je passe, c'était le sujet de la conférence de lundi. Donc alors après, on a le fameux Greco. Vous avez entendu parler sans doute de Greco, fameux joueur italien, qui a beaucoup joué en Europe en se déplaçant, faisant des simultanés, des exhibitions. Il essayait de vivre de cette activité-là. Et il avait écrit son livre, je crois savoir, mais ça reste à vérifier, je le dis de mémoire, qu'il a fait éditer son livre la première fois en France. Voilà, il était en France à ce moment-là, en déplacement, il faisait des simultanés. Et alors il y a un trou à ce moment-là, parce que Greco meurt jeune, il a quelques 20 ans, il meurt assez jeune, il s'est fait détrousser en plus d'ailleurs, l'argent qu'il avait gagné dans les exhibitions a disparu, il s'est fait détrousser, il meurt, et il y a un trou, vous voyez, entre les débuts des années 1600 jusqu'au grand Philidor. Alors évidemment, il y a quand même quelques joueurs, il y a quand même des Anglais qui commencent à écrire des livres à ce moment-là, ça commence à foisonner les bouquins, mais il n'y a pas de très grands joueurs. Au moment où Philidor arrive, il y a un Syrien qui est à Londres, qui fait beaucoup parler de lui, qui est très fort, qui est un très fort joueur, qui s'appelle Stama, Philippe Stama. Et bien Philidor, alors qu'il a 23 ans, parce qu'il est né en 1726, il n'a pas 23 ans quand il rencontre Stama, ça doit être en 1745, donc ça doit être 2 ans avant qu'il écrive son livre. Il doit avoir 21 ans, ou 46, ou 47, je ne sais plus. 47 peut-être, oui. Il doit avoir 21 ans quand il rencontre Stama, et il écrase Stama à Londres
par le score de 7-3. Alors à ce moment-là, c'est la grande bisbille entre les Anglais et les Français pour savoir qui a les meilleurs joueurs, entre le club de Londres et le fameux café de la Régence à Paris. Alors, Philidor, on ne peut pas séparer Philidor du café de la Régence. Alors il faut savoir que Philidor, c'est l'élève d'un autre joueur assez célèbre pour avoir laissé un mat célèbre, qui est le fameux Le Gall. Voilà, Le Gall, qui était donc aussi un bon joueur qui a un peu formé Philidor. Donc Philidor est musicien, il naît donc en 1726, il fait partie d'une longue lignée de musiciens, les Philidor, donc la famille des Philidor, qui est au service du roi de France depuis plusieurs générations, pour faire de la musique, pour jouer de la musique, pour en composer, etc. Donc Philidor était un grand musicien. C'est même un très grand musicien parce qu'aujourd'hui encore, on a des orchestres qui enregistrent du Philidor. Hein, c'est pas donné à tous les musiciens d'avoir encore aujourd'hui des orchestres qui choisissent d'enregistrer des musiques. Alors moi, j'ai donc le dernier CD de Philidor, je l'ai. Pas facile à trouver, mais on le trouve. Voilà, vous pouvez trouver. C'est pas mal, hein, c'est vrai que c'est de la musique du 18e, et c'est tout à fait. C'était un grand musicien. Et semble-t-il, ce qui s'est passé, pourquoi il s'est mis à jouer aux échecs, c'est que avec sa troupe de musiciens, entre les présentations, il s'ennuyait un petit peu, parce qu'ils n'avaient pas passé non plus leur temps à répéter. Donc il fallait qu'ils aient une activité. Et donc ils auraient pu jouer aux cartes, mais non, ils se sont mis à jouer aux échecs. Et donc voilà, Philidor est devenu assez rapidement le plus grand joueur du café de la Régence. Et ensuite, donc à Londres, il a fait ses armes, il s'est fait connaître en battant Stama 7-3. Et donc c'est les Anglais qui lui ont proposé de faire ce livre, son premier livre. Donc il le fait en 1749, donc il a 23 ans, donc 1 ou 2 ans après le match contre Stama. Et donc c'est ce fameux Analyse du jeu d'échecs. Alors la première édition du livre en 1749 comporte quelque chose comme 11 parties commentées et une finale. Et une finale qui va devenir fameuse, puisqu'elle comporte une position de Philidor parce qu'il y en a plusieurs, qui est celle de la position de Philidor de la finale tour et fou contre tour. Alors peut-être vous ne le savez pas, parce que ça dépend du niveau qu'on a aux échecs, mais la finale tour et fou contre tour, figurez-vous, qu'elle est très difficile à défendre et qu'il y a même donc des positions où elle est gagnante. Ce qui paraît extrêmement étonnant, parce qu'on se dit, on a juste un fou de plus, comment on peut gagner ça? Eh bien, on peut la gagner. Et c'est Philidor le premier qui va démontrer et expliquer dans son livre la position à partir de laquelle on peut gagner cette finale. Alors évidemment, on n'est pas obligé non plus d'entrer dans cette position-là, mais si on se trouve dans cette position, on ne peut pas empêcher le mat. Voilà, il faut être précis. Mais je vais quand même vous donner une petite anecdote pour vous montrer à quel point c'est pas facile à défendre et à quel point aussi cette position de Philidor est cruciale. Il y a eu un blitz, alors c'est un blitz, bien sûr c'est pas une partie longue, mais enfin quand même, on a eu un blitz Carlsen-Zwiedler en 2010 je crois, ou peut-être un peu avant, qui est disponible sur internet, on peut le trouver. Il est référencé sur la page internet qui parle du livre de Philidor, je l'ai mis justement à titre d'exemple, où Carlsen arrive à battre Zwiedler dans une finale tour et fou contre tour. Et une finale tour et fou contre tour normale, c'est-à-dire qu'au départ, il n'est pas du tout dans la position de Philidor, Zwiedler. Mais c'est très très dur à défendre. Carlsen arrive à le pousser dans la position de Philidor, et enfin, à la fin, il arrive à lui planter le mat forcé. Donc c'est 300 ans après, ou 250 ans après, Carlsen démontre que Philidor avait raison. Voilà, c'est pas mal. Donc, pour avoir trouvé ça à l'époque, sans ordinateur, fallait quand même se lever tôt. Voilà, donc cette finale, donc, elle apparaît en 1749. Alors, ce livre, il a une histoire, parce que c'est pas sa seule édition. Il va l'enrichir, on va lui demander de refaire une deuxième édition. Donc, il y a une deuxième édition qui apparaît en 1777. D'accord ? Alors, Philidor meurt en 1795, donc il est encore en bonne forme. Et donc en 77, alors il reprend bien sûr les parties de la première édition, c'est une continuité, mais il va quand même corriger quelques points, il va rajouter quelques variantes, donc c'est quand même pas le même livre, il est quand même beaucoup plus gros. C'est vraiment l'édition définitive, 1777. Il va rajouter 3 parties commentées, donc on doit être à 13 ou 14. Et enfin, il va donc enrichir les finales, puisqu'il va nous offrir toutes les finales de base. Alors je vais même vous le lire pour que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est très important ce point-là à mon avis parce que ça fait du Philidor un manuel complet. Un débutant peut tout à fait apprendre le jeu avec le manuel de Philidor puisqu'il aura toutes les finales de base, ce qui est essentiel, plus
toutes les parties commentées de Philidor, avec donc tous les conseils, je dirais, fondamentaux à connaître. Donc on peut démarrer avec le Philidor, ce qui n'est pas forcément le cas avec le Ruy Lopez, parce qu'il n'explique pas les maths. Dans le Ruy Lopez, il y a beaucoup les ouvertures. Donc je vais vous dire quand même, voilà, tous les maths qu'il y a, pour que vous compreniez bien qu'il y a tout. Donc le fameux mat tour et fou contre tour, très important. Alors en général, c'est des joueurs d'assez bon niveau qui savent faire ce mat. On est à des joueurs à 2000, 2100, peut-être 2200. Mais même parmi des joueurs à 2000, 2100, 2200, il y en a qui ne le connaissent pas. Hein. Pas facile de savoir planter ce mat. Pourtant, ça arrive souvent. Moi, j'ai vu souvent à Paris, dans des tournois rapides, des grands maîtres de type Gouliev, par exemple, je l'ai vu 2 ou 3 fois, gagner des parties avec cette finale-là, quoi. Et les joueurs en face qui essayaient de tenir, ben non. Et c'est très étonnant quand on ne sait pas que ça gagne, on se dit comment c'est possible, avec juste un fou de plus, qu'on arrive à gagner. Le mat du fou et du cavalier. Important mat théorique, c'est Philidor, encore une fois, le premier qui donne la méthode complète. À un moment donné, il annonce, et là, dans cette position, on a un mat forcé en 19 coups. Pas mal. Hein, mat fou et cavalier, pas facile à planter, il arrive très peu souvent, hein. Il est très rare, mais il arrive. Et par contre, le connaître, je pense, ça améliore une bonne compréhension du maniement de ces pièces mineures-là, qui ont besoin d'être complémentaires pour être efficaces. Donc en général, on met le cavalier sous la couleur du fou, comme ça il contrôle les cases opposées. Hein, s'il est sur case noire, il contrôle les cases blanches, et donc si on a le fou de case noire, on contrôle à la fois les cases blanches avec le cavalier, les cases noires avec le fou. Et puis bien sûr, il y a le roi qui vient en plus aider. Voilà, mat du fou et du cavalier, là aussi peu de joueurs savent le faire. On a des grands maîtres qui ont du mal à le planter, ça arrive qu'ils arrivent dans cette position aussi, et c'est pas toujours facile. Alors, il y a aussi tour et pion contre fou. Alors là, de manière étonnante, Philidor arrive à montrer qu'il y a une position qui, semble-t-il, alors je vous laisse travailler la chose, qui semble-t-il, si on pousse trop le pion trop vite, eh bien on finit par ne pas gagner, quoi. Alors qu'on se dit que tour et pion contre fou, ça doit gagner à tous les coups, ben ça n'a pas l'air si clair. Si on regarde la méthode de Philidor. Le mat de la tour seul, bon ça en général on le connaît. Le mat de dame et tour, enfin dame contre tour et pion, pas facile ça. Alors ça mate pas toujours, ça dépend où est le pion. Comme il explique qu'on peut faire nul, mais il ne faut pas que le pion ait bougé de sa rangée de départ. Il faut qu'il soit encore sur sa rangée initiale. On peut pas, je ne vais pas vous détailler, on verra quelques parties et quelques conseils tout à l'heure, mais je ne vais pas vous le faire là, mais juste pour vous donner un panorama de ce qu'il fait. On a le mat dame contre tour, classique aussi et qu'il faut connaître, il expliquait. Tour et pion contre tour. Alors voilà encore une finale très célèbre, et là une finale fréquente. Tour et pion contre tour, c'est très fréquent. Dans l'Open, je suis sûr qu'il y en a déjà des dizaines et des dizaines qui ont déjà été jouées depuis le début. Tour et pion contre tour. Alors il faut savoir que là, on a aussi une fameuse position de Philidor. On en a donc deux. On a tour et fou contre tour, et on a tour et pion contre tour, qui est beaucoup plus fréquente. On a la méthode exacte pour faire nul si on n'a que la tour. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est précis. Il explique très bien ce qu'il faut faire. Et donc, si on sait comment on peut faire nul en défense, on sait ce qu'il faut éviter de faire en attaque. Il ne faut pas que l'adversaire obtienne la position de Philidor. Donc ça permet de jouer des deux côtés, bien sûr. Mais il faut la connaître, encore faut-il la connaître, cette finale. Voilà. Et elle est magnifiquement expliquée par Philidor, elle est vraiment superbe. On a dame et pion contre dame. Dame et pion contre dame. Rappelez, je ne sais pas si vous le savez, mais quand le pion est sur C7 ou F7, eh bien on peut faire nul. Parce qu'on met le roi soit en A8. Si le pion est sur C7, on met le roi en A8 quand la dame fait échec. Et si la dame prend le pion, eh bien on épate. Bon, mais ça, donc Philidor l'explique bien, et il explique que dans les autres cas, on peut gagner. Alors, on a aussi dame contre pion près de dame, donc c'est un peu la même, dame et pion contre dame. Partie nulle d'un pion seul, alors là aussi, roi et pion contre roi. Normalement, on le connaît, c'est une première chose qu'on apprend. Ben voilà, Philidor vous explique comment faire ça. Vous voyez, donc il s'adresse à la fois aux débutants jusqu'aux grands joueurs, parce que quand il va donner conseil de partie, ça va être assez poussé. On a cavalier contre pion près de dame, on a deux pions contre un et deux pions séparés contre deux pions unis. Il y a aussi donc des conseils généraux sur les finales de pions. Et on a eu dans ce tournoi une magnifique finale de pions qui a été jouée par Jean-François Joly avant-hier et qu'il a gagné face à Adrien Demuth. Une finale qui théoriquement devait sans doute être nulle,
Mais peut-être que Jean-François Joly avait lu le Philidor. Et forcément, ça a fait la différence. Donc pour dire que même les grands maîtres n'arrivent pas forcément à jouer parfaitement les finales de pion. Hein. C'est pas des choses qu'il faut négliger. Ce sont des finales très difficiles et qui arrivent de façon relativement fréquente. On vient donc avoir un exemple dans ce national. Alors sur le texte de Philidor, il y a un peu de texte aussi, je vais vous donner quelques mots. Alors, il y a une préface dans le livre ici que j'ai faite moi, qui fait 4-5 pages, qui donne un peu des indications sur l'histoire du joueur. J'ai mis dans le livre, donc réédité ici, les deux préfaces, hein, parce qu'il y a deux préfaces, puisqu'il y a 1749 et 1777. Donc forcément, il en a écrit deux, elles sont très différentes. Celle de 1749 est beaucoup plus riche que celle de 1777. Alors notamment, il nous cite dans sa préface de 1749 que il est un peu le premier à avoir un peu expliqué correctement, je dirais, la manière de jouer. Hein, parce qu'il nous dit, par exemple, ici dans sa fin de préface, je reviens à Don Pietro Carrera, qui est un auteur italien qui, selon toute apparence, a servi de modèle au Calabré et à d'autres auteurs. Cependant, ni lui ni aucun d'eux ne nous ont donné, malgré leur grande prolixité, que des instructions imparfaites et insuffisantes pour former un bon joueur. Ils se sont uniquement appliqués à ne nous donner que des ouvertures de jeu. Donc attention à ne pas se contenter d'étudier les ouvertures aux échecs, c'est ça qu'il nous explique. Hein. Et ensuite, il nous abandonne au soin d'en étudier les fins, c'est-à-dire qu'il ne vous donne pas du tout d'indication sur les finales. C'est un peu Philidor le premier vraiment à traiter les finales, on ne le dit pas assez ça. Avant lui, on n'explique pas les finales, c'est pourtant peut-être le plus important pour bien comprendre comment jouer aux échecs. De sorte que le joueur reste à peu près aussi embarrassé que s'il eût été contraint, alors là c'est le style 18e, hein, imparfait du subjonctif, là, ou plus que parfait, je ne sais pas. Je ne suis pas un grammairien théorique, mais bon, c'est quand même joli. S'il eût été contraint de commencer la partie sans instruction. Voilà. Cunningham et Bertin, qui sont deux auteurs anglais, nous donnent des gambits, fameux gambits de Cunningham, de Bertin, que Philidor va détailler dans son livre, il va même nous donner des exemples. Cunningham et Bertin nous donnent des gambits qu'ils font perdre ou gagner en faisant mal jouer l'adversaire. Il n'est pas douteux qu'ils n'aient trouvé leur compte dans une méthode si facile et peu laborieuse. Vous voyez, il se moque d'eux quand même là. Hein, il n'est pas douteux qu'ils n'aient trouvé leur compte dans une méthode si facile et si peu laborieuse, mais aussi, quelle utilité un amateur peut-il tirer d'une instruction semblable ? Hein, c'est pas très intéressant en fait, in fine, hein, de montrer des choses brillantes, mais qui ne vous aident pas à faire des parties d'échecs. Donc j'ai connu des joueurs d'échecs qui savaient tout le Calabré et d'autres auteurs par cœur, et qui, après avoir joué les 4 ou 5 premiers coups, ne savaient plus où donner de la tête. Vous voyez ? Il faut bien comprendre ce qu'il nous explique là, parce que c'est très important, c'est tout l'esprit de son livre. Mais j'ose dire hardiment que celui qui saura mettre en usage les règles que je donne ici ne sera jamais dans le même cas. Je me suis gardé d'imiter ces auteurs, qui, ne sachant comment remplir leurs feuilles, les ont farcis d'une quantité de jeux rangés, mais plutôt jeux d'enfants, parce que leurs situations ne se rencontreront pas une fois en 1000 ans. C'est gonflé quand même, hein. Pour montrer des fins de partie qui n'aboutissent à rien. Les amateurs, se contenteront, j'espère, de leur avoir donné un modicum et bonum, c'est du latin donc, hein, qui veut dire modeste et bon, qui est utile, instructif et qui peut se rencontrer dans toutes les parties. J'omets même tous les maths, excepté celui du fou et de la tour contre une tour adverse. Alors ça, c'est comme c'est la préface de 49, il dit que là, il n'avait pas mis les autres maths à part celui-là. Ce n'est pas le cas dans celle de 1777. Alors écoutez bien, ce passage-là, très important, c'est même ce qu'on a retenu de Philidor, à tort, parce que évidemment c'est qu'une partie, mais c'est quand même important. Mon but principal est de me rendre recommandable par une nouveauté dont personne ne s'est avisé ou peut-être n'a été capable. C'est celle de bien jouer les pions. Ils sont l'âme des échecs. On dit souvent, Philidor a dit, les pions sont l'âme du jeu d'échecs, c'est pas exactement la phrase. Hein. La phrase, ça veut dire la même chose, mais, donc je vous le dis,
Une nouveauté dont personne ne s'est avisé ou peut-être n'en a été capable, c'est celle de bien jouer les pions. Ils sont l'âme des échecs. Ce sont eux uniquement qui forment l'attaque et la défense, et de leur bon ou mauvais arrangement dépend entièrement le gain ou la perte de la partie. Un joueur qui ne sait pas, même en jouant bien un pion, la raison pour laquelle il le joue, est à comparer à un général qui a beaucoup de pratique et peu de théorie. Hein, il y va quand même, voilà, il est en train de vous dire que vous ne savez pas jouer et que lui, il va vous expliquer. Voilà. Alors, la préface de 1777 est beaucoup plus courte, et donc il y a peu d'informations par rapport à celle de 49, qui est quand même plus riche. Alors, il nous donne des informations quand même historiques intéressantes, au début. Il nous dit « Plusieurs savants ont publié leurs recherches sur l'origine du jeu d'échecs. Je ne déciderai point de leur conformité avec les Latrunculi de l'ancienne Rome. » Alors, le Latrunculi, c'était un jeu donc romain. Ruy Lopez en parle beaucoup dans son livre, justement. Alors, lui, il dit qu'il ne discutera pas de si c'est conforme ou pas au Latrunculi, il n'en sait rien. Le Latrunculi se jouait déjà sur 64 cases, en fait, 8 x 8. D'accord ? Mais semble-t-il, alors moi je ne suis pas un expert du jeu, mais je me suis renseigné quand même un peu, j'ai regardé ce qu'a dit Ruy Lopez en détail, bien sûr. J'ai regardé, il existe des jeux Latrunculi dans certains musées, on en a retrouvé. Donc il y a bien 64 cases, mais semble-t-il les pions sont à peu près tous les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des pions noirs et des pions blancs, et le jeu serait plutôt une prise en sautant par-dessus les pièces. Donc ça ressemble quand même plus au jeu de dames, puisqu'on prend aux dames, vous savez, en sautant par-dessus les pions de dames. Donc, mais le jeu de dames moderne, c'est 10 x 10 en termes de cases, c'est pas 8 x 8. Donc il faut bien tenir ça en tête aussi. Donc il est possible qu'en tout cas que le Latrunculi ait influencé le développement du jeu. Voilà, en tout cas il en parle, mais en disant qu'il ne se prononcera pas. Ils disent que les Chinois jouent aux échecs, mais leur jeu ne ressemble en rien au nôtre. Donc ils connaissaient déjà à l'époque le jeu d'échecs chinois. C'est intéressant ça. Ni par la marche des pions, ni par la puissance des pièces. Les Arabes ont introduit vraisemblablement ce jeu en Europe, donc sans doute via l'Espagne, bien sûr, puisque vous savez que l'Espagne a été sous domination arabe entre l'an 800 à peu près et 1492, il y a quasiment 7 siècles d'occupation, et Ruy Lopez en parle abondamment, bien sûr. Donc les Arabes ont introduit vraisemblablement ce jeu en Europe, et leurs auteurs en attribuent l'invention aux Indiens. Donc c'est ce qu'on a retenu plus ou moins aujourd'hui, vous savez, avec l'idée du chaturanga en Inde, etc. Donc il le dit, mais bon, il en sait pas trop, quoi. C'est juste, il l'annonce, mais il donne pas de source certaine, donc ça reste quand même un peu incertain. Voilà. Donc voilà pour, vous voyez, la partie textuelle au départ est assez courte, comparée alors au livre de Ruy Lopez, où lui, il y a un tiers du livre quasiment qui fait description des pièces, histoire du jeu, etc. C'est très court, en termes de préface, on est sur quelques pages. Donc le livre est quand même un livre essentiellement échiquéen, quasiment pas d'histoire ou très peu, et relativement peu de généralité au début. Donc il y a beaucoup de contenu échiquéen. Alors donc si vous voulez bien, on va regarder un petit peu une des parties que nous propose Philidor, tout simplement peut-être la première, voilà. Et puis peut-être après on regardera une ou deux finales aussi, comme ça on va voir le style de l'auteur. C'est le mieux. Donc première partie. Alors un petit mot quand même avant de rentrer dans cette première partie, pour que vous compreniez bien le problème d'avoir un livre aussi ancien. Quand j'ai lu ce livre, messieurs, il n'y a pas écrit 1, E4, E5. Il y a écrit les blancs jouent le pion du roi sur la 4e case du roi. C'est long. Et les noirs, il peut écrire les noirs jouent de même, ou le noir joue le pion du roi sur la 4e case du roi. Donc attention, parce que la 4e case du roi, ça dépend du côté où je suis aussi. C'est pas la même case. Donc si vous avez oublié qui joue d'ailleurs dans le texte, si vous ne savez plus si c'est les blancs ou les noirs, eh bien le coup ne vous dit pas la couleur. Quand il va jouer cavalier en F3, il va dire le cavalier du roi, cavalier G1 c'est le cavalier du roi, à l'opposé c'est le cavalier de la dame, le cavalier du roi va sur la 3e case du fou du roi. Donc ça c'est le coup moderne, cavalier G1 en F3. D'accord ? Donc c'est un peu long pour dire cavalier G1 F3, ça marche, mais c'est long. Donc quand vous traduisez un livre comme ça, vous cognez ça pendant tout le livre. Alors c'est facile, ceci dit, l'écriture est facile puisque c'est plus court. Évidemment cavalier G1 F3 c'est beaucoup plus court. Donc moi j'ai traduit tout ça, évidemment, je n'ai pas laissé ce texte-là parce que ça ne le rendrait pas disponible.
Ce que j'ai essayé de faire en rééditant le Philidor, bien sûr, c'est de le rendre de manière moderne. Donc, je vais le montrer ici à la caméra, d'ailleurs, un petit peu. Vous allez avoir une idée. Hein. Je ne sais pas si... Voilà, vous voyez les coups, voilà. Le contenu. Ici, voilà. Bon, c'est un manuel qui est tout à fait moderne. Voilà. Alors, il y a aussi le fait que j'ai rajouté un échiquier de manière assez fréquente. Il y a un échiquier environ tous les 4 à 5 coups. Donc, on peut lire le livre sans échiquier. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si vous avez que des coups, sans échiquier, c'est dur. Hein. Alors que là, vous pouvez le lire dans le train, normalement, le livre tout seul suffit, puisqu'il y a suffisamment d'échiquiers mis tous les 4-5 coups pour vous permettre d'avoir relativement peu d'effort mental à faire pour visualiser les coups intermédiaires à jouer. Voilà, donc on va regarder cette première partie. Méthode Philidor, vous allez voir comment ça se passe. Alors, E4, E5, Fou C4, Fou C5, C3, donc beaucoup de parties avec C3 dans le Philidor, vous voyez. Donc c'est un début qui se joue encore. Hein. Alors aujourd'hui, il y a des coups modernes plus pratiqués, mais celui-là est tout à fait correct. Cavalier F6, et bien sûr, on joue C3 pour jouer D4. Alors tout de suite, un commentaire de Philidor. Beaucoup de commentaires. C'est tout l'intérêt du livre. C'est pas des séries de coups à apprendre, c'est pas du tout le but. Il vous l'a dit dans l'ouverture. Il essaie de vous donner des conseils, de vous essayer de vous faire comprendre des principes généraux. Le pion D avance de 2 cases pour 2 raisons. La première, afin d'empêcher le fou C5 de viser le pion F2. D'accord ? Je vous rappelle qu'il n'a pas écrit ça du tout. Moi, j'ai traduit là. Hein, il aurait dit, alors j'ai pas le texte original sous les yeux, mais il vous a dit la première, afin d'empêcher le fou sur la 4e case du roi noir, le fou sur la 4e case du fou de la dame noire, de viser le pion du fou du roi. Vous voyez, c'est pénible. Hein. C'est quand même plus court de dire le fou C5 de viser la case C2. Hein. Voilà. Donc il y a des traductions à chaque fois que c'est descriptif. Je suis revenu en algébrique, c'est quand même beaucoup plus facile à lire. Donc le pion D avance de 2 cases pour 2 raisons. La première, afin d'empêcher le fou C5 de viser le pion F2, point d'attaque contre le roi. La seconde, pour porter la force des pions vers le centre de l'échiquier. Porter la force des pions vers le centre de l'échiquier. Donc la notion du centre, la notion de bloquer l'attaque d'un fou sur son roi ou sur un pion, je dirais sensible. Le pion F2 ou le pion F7 sont des pions sensibles. Voilà, donc ici on continue la partie maintenant. E prend D4, C prend D4. Et là, encore un commentaire de Philidor. Vous voyez, il est pas avare. Hein. Lorsque vous vous trouvez dans la situation présente, à savoir, avec 2 pions de front, donc on voit bien qu'ici le pion D4 et E4 sont des pions qu'on peut appeler 2 fronts, effectivement, il faut bien se garder d'en pousser aucun des deux. Il faut se garder de les pousser. Pas mal ça, hein. Gardez d'en pousser aucun des deux avant que votre adversaire ne vous propose d'échanger l'un contre l'autre. Donc par exemple que l'adversaire propose plus tard de jouer D5. Alors, si on nous proposait D5, on pousserait E5 par exemple. Mais tant qu'il ne le propose pas, on ne touche pas à nos pions. C'est ça qu'il nous dit. Ce que vous éviterez alors, donc si l'adversaire joue justement, propose un échange, ce que vous éviterez alors en poussant plus avant le pion attaqué. Voilà. Donc si D5 plus tard dans la partie, alors dans ce cas-là E5, mais pas avant. Si vous jouez E5 trop tôt, eh bien l'adversaire pourra jouer D6 pour attaquer votre chaîne de pions. Voilà. Alors si il faut garder la souplesse en fait de votre chaîne, de votre groupement de pions, de vos pions qu'il appelle deux fronts. Voilà le conseil de Philidor. Donc ici, les noirs jouent fou B6. Alors si au lieu de se retirer, on se dit mais pourquoi pas fou B4 échec. Bon, il vous explique quand même. Si au lieu de se retirer, ce fou donne échec, il faut couvrir du fou. On pourrait couvrir par le fou C1 en D2, d'accord ? Et si les noirs prennent ce fou, il faut reprendre du cavalier, qui, par ce moyen, défend le pion E4. Ah oui. Dans l'ancienne édition, donc dans l'édition de 1749, donc, puisqu'on est dans la dernière édition, dans l'édition complète, dans l'ancienne édition, j'avais cru que je pouvais ne pas faire toujours jouer le coup juste pour avoir l'occasion de donner des exemples fréquents sur la manière de bien jouer les pions. Voilà, qu'est-ce qu'il nous explique ici ? C'est qu'il ne joue pas forcément toujours les coups justes, il essaie de vous expliquer des conseils et des méthodes aux échecs. Donc il joue aussi quelquefois des coups qui sont des mauvais coups, mais comme ça il vous explique comment en profiter. Donc c'est un manuel pratique aussi.
Voilà. C'est pas un manuel théorique qui vous donne que les bons coups. Il vous donne des mauvais coups pour savoir quoi faire contre les mauvais coups. Et pour vous éviter d'en faire aussi. Voilà. On n'est pas du tout dans un livre qui cherche à faire de la théorie. D'accord ? C'est important à comprendre. Hein. Parce que beaucoup de livres aujourd'hui essayent de vous donner des suites théoriques parfaites, avec tous les coups, toutes les variantes, etc. C'est pas le but là. Le but c'est plutôt de comprendre des grands principes à l'aide de parties types, où il y a des erreurs bien sûr, mais c'est fait pour. Voilà, de manière à bien comprendre comment en profiter justement. Cavalier C3, normal ici, donc on défend le pion E4 qui était attaqué, et là, petit roc. Et maintenant, cavalier G en E2. Alors, il nous dit, il faut se garder de jouer ce cavalier en F3. Ah, ça c'est intéressant. Il faut se garder de jouer ce cavalier en F3 avant que le pion F2 n'ait été poussé de 2 cases. Il a envie de jouer F4 en fait. Voilà. Parce qu'autrement, le cavalier empêcherait sa marche. Évidemment, si on joue cavalier F3, ben on bloque le pion. Les noirs, sur ce coup, pourraient prendre le pion E4 des blancs et pousser ensuite le pion D7 en D5, ce qui romprait le centre des blancs. Il ferait une rupture. Oui, donc ce qu'il nous dit ici aussi, c'est que sur cavalier F3, ou même dans la position d'ailleurs ici, on peut envisager avec les noirs de faire cavalier prend E4. D'accord ? Cavalier prend E4, et les noirs jouent D5. On récupère soit le fou C4, soit le cavalier E4, et on a cassé un petit peu le centre blanc. C'est envisageable. D'accord ? Alors ici, les noirs choisissent de jouer plutôt D6, C6, et fou D3. Le fou se retire pour ne pas être attaqué par le pion D adverse. On évite maintenant cette manœuvre D5 là. Parce qu'alors, les blancs seraient contraints de prendre le pion D5 avec le pion E4, ce qui séparerait leurs pions. Oui, si on n'évite pas D5, on serait obligé de prendre en D5 avec le pion E, et on aurait un pion D qui serait séparé des autres, c'est-à-dire un pion isolé. Donc je vous explique, attention, un pion isolé, c'est quand même délicat. Donc il vaut mieux éviter. Donc fou D3, c'est fait pour éviter de séparer nos pions. Comme ça, les pions D4, E4 sont encore groupés avec les pions F2, G2, H2. On a un seul groupement de pions. Donc ici, on continue la partie. D5, E5, cavalier E8, fou E3, et là, F6. F6. Alors pourquoi F6 ? Les noirs jouent ce pion, donc commentaire de Philidor, hein. Les noirs jouent ce pion pour faire une ouverture à leur tour, évidemment, puisqu'on va ouvrir la colonne F. Et cela est forcé, que ce soit eux qui prennent ou bien les blancs. Hein, que ce soit les blancs qui prennent ou ensuite les noirs, l'ouverture de la colonne F ne peut pas être évitée. Voilà, donc voilà l'idée de ce coup. Alors souvent on dit qu'il ne faut pas jouer les pions, le pion F, ça peut affaiblir le roi, etc. Mais là il tient bien le centre aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a B7, C6, D5, qui tient bien le centre, donc il n'y a pas de grand risque d'échec sur la diagonale A2, G8. Hein, donc l'ouverture des lignes est justifiée. Hein. Même s'il ne le dit pas, ça peut se comprendre. Donc dame D2, il nous dit, il ne faut pas prendre le pion qui est offert, parce qu'alors il n'y aurait plus de pions sur la colonne E. Oui, on n'aurait plus le pion E, bien sûr, si on le prenait. Alors qu'en le laissant prendre, en laissant les noirs prendre, il sera remplacé par le pion D4 et sera ensuite soutenu par F4. Ces deux pions liés ensemble doivent produire le gain de la partie. Alors il vous dit que c'est les pions E5 et F4, une fois qu'on en joue F4, doivent produire le gain de la partie. Pour lui, c'est un avantage net. C'est vrai que le pion E5, là, il est quasiment passé maintenant. S'il est soutenu par F4, on a aussi un pion passé. On a un bon pion central passé, c'est vrai que ça peut être considéré comme un avantage. Alors, pour lui, carrément le gain. Hein. Donc F prend E5. Les noirs prennent le pion pour suivre le projet de faire place à leur tour. D prend E5. Et maintenant, fou E6. Voilà, fou E6. Alors, gros commentaire ici. Les noirs jouent ce fou pour pouvoir pousser ensuite le pion C. On veut ensuite pouvoir pousser le pion C. Alors, pourquoi jouer fou E6 ? Quel rapport ? Ben, évidemment, là, on voit qu'on défend le pion D5. Parce que si on joue le pion C trop tôt, imaginez que le coup d'avant, le fou est encore en C8, on joue le pion C5. Dans ce cas-là, le pion D5 est en prise. Je pourrais faire cavalier prendre D5. Parce que si dame prend, il y a la manœuvre classique, attention, fou D3 prend H7, échec au roi.
le roi est obligé de prendre et la dame est perdue. Donc fou E6 pour jouer C5. Oui. Au lieu de fou E6, il n'y a pas de D4. Ah oui, très bien. Oui, tout à fait. Alors D4, c'est la même idée. Alors ceci dit, je prends D4 avec cavalier E2 prend D4. Imaginons qu'on ne joue pas fou E6, D4, cavalier E2 prend D4. Fou prend. Et si dame prend, même manœuvre. Fou prend H7, échec. D'accord. Donc c'est la même idée. Alors est-ce qu'il nous en parle? Il ne le dit pas, mais en expliquant la manœuvre, on le comprend. Les blancs pourraient bien lui faire doubler un pion en prenant leur fou B6 avec votre fou E3. Oui, c'est-à-dire si on pourrait prendre en B6 et peut-être il pourrait reprendre du pion A. Mais cela mettrait en jeu la tour A8, mais ça libérerait la tour A8. D'ailleurs, un pion doublé lorsqu'il est lié avec d'autres n'est point désavantageux. Oui, alors effectivement, les pions doublés, c'est pas toujours une faiblesse. Comme il le dit là, s'il est bien lié avec les autres, s'ils sont pas isolés, ces pions doublés, c'est avantageux en défense. Tant qu'ils bougent pas, ils sont très forts en défense. Après, si on est obligé de les bouger, en général, ça pose des problèmes, parce que c'est pas très mobile. Je fais néanmoins avec ce coup une variante en faisant prendre le fou E3 avec le fou noir. Donc les noirs auraient pu prendre E3 ici, et il vous propose une variante. Alors on ne regardera pas tout, on va rester sur la partie principale, mais vous avez une variante ici dans le livre. Donc après la partie, vous aurez une variante ici, 12 fou E3, fou prend E3 avec les noirs, et non pas fou E6. Donc là, il nous fait cavalier F4, Philidor. Donc il ne dit pas, à noter qu'il ne joue pas F4 ici, alors qu'il avait dit qu'il allait vouloir quand même s'assurer du pion E5. Il nous dit, le pion E5 n'étant pas encore en danger, le cavalier attaque immédiatement le fou E6 pour qu'il se retire, ou bien sûr pour le prendre. Donc il a bien notion ici de pouvoir prendre le fou même si on le protège, avec l'idée d'avoir la paire de fous. Il le dit que les fous sont supérieurs aux cavaliers aussi. Alors c'est léger en général comme avantage, c'est pas non plus décisif, mais c'est quand même, ça peut être un thème. Donc dame E7, les noirs jouent la dame en E7, et maintenant les blancs en profitent par fou prend B6, qui va doubler les pions quand même. Et il nous dit pourquoi, ici, il est toujours dangereux de laisser le fou adverse sur la diagonale qui attaque le pion F2. Voilà sa raison. Sa raison, c'est pas tellement pour doubler les pions, c'est pour éliminer un fou qui, quand même, effectivement, fait une pression sur F2, peut soutenir plus tard aussi une poussée C5-D4 qu'on pourrait préparer. Donc il préfère éliminer ce fou. Donc il est toujours dangereux de laisser le fou adverse sur la diagonale qui attaque le pion F2, et lorsque vous ne pouvez pas fermer cette diagonale avec votre pion D, il faut lui opposer votre fou. Donc c'est ce qu'ont fait les blancs là. Maintenant qu'il n'y a plus de pion D qui s'oppose au fou B6, eh bien c'est le fou E3 qui a servi de bouclier en fait. Et le fou E3 maintenant même carrément prend le fou B6. Il faut lui opposer votre fou au lieu de toute autre pièce si c'est possible. C'est mieux bien sûr d'opposer un fou par rapport à un fou sur la diagonale A7 F2, puisque si on met un cavalier ou un pion, on n'a pas le choix de prendre le fou adverse. Alors qu'en opposant avec notre fou, eh bien, comme ici, on peut même carrément éliminer cette pièce menaçante. Donc A prend B6 pour les noirs. Et maintenant, enfin, petit roc. Alors notez que le roc est un coup qui n'est pas forcément encore universel à l'époque de Philidor. Il se peut qu'il y ait des endroits en Espagne notamment où on ne joue pas le roc, parce que pour Ruy Lopez, il n'y a pas de roc. En 1761, il n'y a pas de roc. Là, on est en 1749, puisque on est en 1777 pour le livre, mais cette partie était déjà commentée en 1749. Donc on est à peine 200 ans plus tard. Voilà. Donc les règles sont loin d'être universelles encore en Europe. Il y aura même une remarque de Philidor à la fin du livre sur le fait qu'en Angleterre, le Pat gagne la partie. Voilà. Donc même si les règles sont quand même beaucoup plus établies, parce qu'il ne fait pas mention de beaucoup d'exceptions, il y a quand même encore des disparités assez notables. Voilà, petit aparté là. Donc petit roc, alors il nous dit, les blancs roquent de ce côté pour soutenir d'autant mieux leur pion F, qu'ils avanceront de 2 cases au moment où le pion E5 sera attaqué. Donc en prévision de F4, c'est bien d'avoir fait le roc, puisque la tour est en F1. On soutient bien le pion F. C'est qui en général
là aussi, l'idée du roc, c'est aussi de pouvoir pousser le pion F quand l'occasion se présente, que ce soit côté blanc ou côté noir d'ailleurs. Il y a plein d'idées au roc, notamment celle-là. Donc ici, cavalier D7, normal, les noirs finissent leur développement, et enfin, ils se décident à faire cavalier prend E6, dame prend E6, et à votre avis, qu'est-ce qu'il va jouer maintenant? Voilà, F4, ça y est. Il l'avait dit qu'il devait le faire, il le fait. Maintenant, les noirs lient leur tour, cavalier C7, et tout simplement, tour à E1, et enfin, G6. Alors on essaie de bloquer l'avancée du pion. Il nous le dit, les noirs sont forcés de pousser ce pion pour empêcher que leur adversaire n'avance sur leur dame, le pion F. Vous voyez, la façon de le dire est quand même spéciale. Pour éviter que l'adversaire n'avance sur leur dame, le pion F. Effectivement, si on joue F5, on attaquerait la dame en même temps. À noter que la case F5 était aussi protégée par le fou D3. Donc on n'aurait pas pu reprendre en F5 par la tour. Ce qui donnerait au blanc, donc si on pouvait jouer F5, ce qui donnerait au blanc 2 pions de front sur le terrain noir. Effectivement, ça serait très dangereux d'avoir E5 et F5. Donc G6 était obligatoire, comme il le dit. H3. Alors pourquoi H3? Il nous le dit, ce pion est joué pour pouvoir pousser le pion G. Évidemment, puisque les noirs ont joué G6 pour empêcher F5, mais vu qu'on peut jouer H3 avec l'idée G4, et enfin on jouera quand même F5. Et on voit mal comment les noirs peuvent s'opposer à ça. Donc D4 pour les noirs ici, attaque centrale sur le cavalier, cavalier E4, H6. Alors les noirs jouent ce pion pour empêcher le cavalier d'entrer dans leur jeu. Évidemment, c'est pour contrôler la case G5. On empêche le cavalier blanc de venir encore plus avant dans le camp noir. Les noirs jouent ce pion pour empêcher le cavalier d'entrer dans leur jeu et de faire déplacer la dame, ce qui donnerait à l'instant même le champ libre au pion E5. Oui, si on avait pu jouer cavalier G5 avec les blancs, la dame bouge et ensuite E6, E7, et puis ça devient pénible, voire même gagnant. Donc H6, B3, et là, B5. Alors B5, ça empêche des manœuvres aussi comme fou C4, vous voyez. On a joué B3, on menaçait quand même de faire un clouage ici. On aurait pu contrer par cavalier D5, mais c'est quand même le pion D4 aurait été perdu. Donc B5, c'est pour empêcher ici fou C4. Donc H3, D4, cavalier E4, H6, B3, B5, voilà. Donc, et là maintenant, c'est l'heure G4. Les noirs continuent par cavalier D5, qui est un bon coup, parce que bon, ça attaque F4, et ça attaque aussi la case 3. Et là, simplement, cavalier G3. Alors cavalier G3, sans doute, parce que la tour, comme ça, contrôle le pion E5. Parce qu'évidemment, si on avait joué F5 trop tôt, le pion E5 était en prise. Mais maintenant, non, on pousse, on attaque la dame, prise, la dame est attaquée, c'est bien défendu par le fou, le cavalier à tour, et si on prend le pion E5, évidemment, on perdrait la dame. Voilà, donc cavalier G3, les blancs jouent ce cavalier pour pousser ensuite le pion F, ça c'est Philidor, c'est pas moi, qui alors se trouve soutenu par 3 pièces, la tour, le fou et le cavalier. Donc ici, les noirs jouent cavalier E3, donc c'est un bon coup, puisque ça coupe la défense du pion E5 par la tour E1. Donc on bloque la poussée F5 par ce coup-là, puisqu'en cas de F5, on perd le pion E5. Les noirs jouent ce cavalier pour couper la communication entre les pièces blanches, Philidor, et rompre leur pion, ce qu'ils feraient sûrement en avançant le pion G6. Oui, les noirs auraient envie maintenant de jouer G5, G6 en G5. Ils veulent avancer leur pion, parce que s'ils arrivent à jouer G5, si les blancs poussent, on prend le pion E5, et si on prend en G5, on prend aussi le pion E5. Et on a complètement cassé ces fameux pions blancs très forts, E5 et F4, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'avancer. Donc les noirs jouent ce cavalier pour couper la communication entre les pièces blanches et rompre leur pion, ce qu'ils feraient sûrement en avançant le pion G6, mais en sacrifiant leur tour, les blancs préviennent leur dessein. Alors pourquoi il nous dit ça? Eh bien oui, parce que le coup suivant des blancs, c'est tour prend. Voilà, il donne la qualité. Et oui, parce que c'est vrai qu'en donnant la qualité, bon, d'abord il récupère un pion pour le cavalier, il récupère le contrôle de la case 5 et les noirs ne peuvent plus s'opposer, ou avec difficulté maintenant à pousser F5 qui devient très forte. Alors il faudra quand même un peu faire attention parce qu'il y a quand même le cavalier D7 et là encore la dame 6 qui attaque le 5. Mais ça garde tout le potentiel d'attaque des blancs. Alors faut y aller, il faut le faire sous sacrifice de qualité quand même. D prend E3,
dame prend E3. Et maintenant, en plus, il y a tour prend A2. Donc là, il fallait quand même bien calculer. Hein. Et là, tout simplement, regardez, Philidor continue son idée. Tour E1. Quand il vous dit que son art, c'est de bien jouer les pions, c'est bien ça. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez comme il le surprotège le pion E5 et il veut pousser F5. On doit voir assez vite ici que les pions E5 et F5, bien avancés comme ça, sont une menace terrible hein, sur le roi noir et sur le centre noir. Ils vont pousser et menacer de faire dame assez vite. Hein. Donc tour E1, tout simplement, on surprotège E5, bien qu'on ait donné une qualité, vous voyez bien que la position blanche est écrasante. Tour E1, les blancs jouent cette tour pour soutenir le pion E5 qui resterait en prise lors de la poussée du pion F4 en F5. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire, mais là c'est du Philidor. Donc, dame prend E3, tour prend A2, ah voilà, dame prend B3, on perd encore le pion B3, donc faut pas traîner maintenant parce qu'on a quand même ici 3 pions passés, même si c'est dédoublé, c'est pas grave, c'est quand même dangereux, il faut que l'attaque maintenant l'emporte. Hein. Et là, tout simplement, regardez, hop, dame 4. Évidemment, dame 4, menace, mat en 2 coups. Si c'est au blanc de jouer, on a dame prend G6 échec, roi H8, dame prend H7 mat. Enfin, dame H7, même, il n'y a rien à prendre en H7, dame H7 mat. Dame 4, et là, donc, les noirs reviennent, hein. Vite, il faut vite aller défendre rapidement, maintenant qu'on a gobé le pion, mais du coup, on a perdu du temps avec les noirs. On a été peut-être un peu gourmand là d'aller chercher les pions comme ça. C'est au blanc de jouer et la poussée F5 maintenant ne peut pas être évitée. F5, pion prend F5, pion prend F5, vous voyez comme c'est très fort. Et maintenant les noirs jouent ici dame D5. La dame propose l'échange pour rompre, pour casser, si vous voulez, rompre. Il utilise beaucoup le mot rompre, je l'ai gardé parce que c'est l'original. Pour rompre le projet du mat par le fou de la dame adverse. Évidemment, ici, on échange, parce que si la dame va ailleurs, on pourrait jouer F6, menace mat, hein, et ça va être extrêmement difficile. Donc, ils essaient d'échanger la pièce d'attaque des blancs ici. Hein. Et bien, les blancs vont simplement prendre, en fait. Pas de problème pour Philidor, il prend, prise, il reste avec 2 pions très forts, regardez. Et maintenant, tout simplement, même, il prend B5. Voilà. Alors, l'idée de prendre le pion B5, c'est bon, bien sûr, ça prend un pion, mais ça déstabilise ce cavalier. Maintenant, où va le cavalier ? Parce que là, si on avait joué E6 trop tôt, sans doute le cavalier aurait pu protéger. Il faut prendre B5, donc il joue cavalier B6, et maintenant, voilà, il ne peut pas venir en F6, en cas de E6, il ne peut pas revenir. Et même, il joue ici F6, il joue l'autre pion. On doit observer que lorsqu'on a un fou sur case blanche, ah oui, voilà, ça c'est un conseil important. On doit observer que lorsqu'on a un fou sur case blanche, ce qui est le cas des blancs donc, il faut ranger ses pions sur les cases noires. Alors, surtout quand on est en attaque. Hein. Ou si c'est un fou de case noire, il faut les ranger sur case blanche. Ouais, bon. D'accord. Parce qu'alors le fou empêche les pièces adverses de se porter entre les pions. Et oui, le fou contrôle les cases blanches entre les pions E5 et F6, c'est-à-dire les cases E6, F7, F5 et D7 peuvent être attaquées par le fou. Voilà. Cette règle est comme indispensable dans les cas où on a des pions passés. Cette règle est comme... Attention, c'est des conseils précieux qu'il nous dit là, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il ne le redira pas 10 fois dans le bouquin. Hein. Chaque conseil est précis. Parfois, il vous dit, bon là, on met les pions sur noir alors que le fou... voir la première partie. Hein, je ne veux pas me répéter. Hein, allez réviser, quoi. Donc cette règle est comme indispensable dans les cas où on a les pions passés. Dans le cas de la défense, elle est contraire. Si on était en défense, il faudrait faire le contraire. Il faut alors que les pions soient placés sur la couleur du fou. Donc ça dépend si vous estimez que vous êtes en attaque ou en défense. D'accord ? En attaque, il faut contrôler un maximum de cases. Donc vous mettez les pions sur la couleur opposée de celui de votre fou. Vous avez gagné une partie cet après-midi, je sens. Là. Et si vous êtes en défense, c'est l'inverse. Bien sûr, il faut que le fou puisse contrôler les pions, défendre ses pions. D'accord ? Donc ça, c'est un principe qui est vrai quasiment tout le temps, ça. Et c'est Philidor, encore une fois, le premier, qui l'explique. Dans l'histoire du jeu, personne avant lui l'a expliqué, ça. Maintenant, on le sait, normalement. Quand on atteint un certain niveau, c'est quelque chose qu'on fait, on n'y pense même plus au bout d'un moment. Ça devient naturel. Mais vous devez le voir visuellement, les pions contrôlent les cases noires, le fou les cases blanches. C'est bon pour l'attaque. D'accord ?
Ici, les noirs jouent tour B2, ils essaient un peu de déstabiliser le fou D3, et roi F7. Maintenant, fou F5. Vous voyez comme ce fou, regardez, maintenant contrôle 6. Alors, il faut faire attention, pour l'instant, le pion F6 est attaqué. On pourrait le défendre peut-être plus tard par cavalier H5. Et dans ce cas-là, E6 ne peut pas être empêché, le roi est obligé de reculer, et on voit bien que ces deux pions sont très proches de fer dame. Hein. Ça devient extrêmement dangereux. Donc, tour B2, fou D3, roi F7, fou F5. Voici un exemple de la note précédente, la note ci-dessus. Si votre fou était sur case noire, le roi adverse pourrait se placer entre les pions. Le roi adverse pourrait aller en E6. Là, il ne peut pas. Il est un peu coincé, là. Donc, ici, les noirs jouent cavalier C4. Et maintenant, donc, cavalier H5, voilà. Hein. Donc, il contrôle F6. L'idée, c'est qu'il défend ce pion. Pourquoi ? Parce qu'il veut jouer E6 échec, et le roi ne pourra pas prendre le pion, donc il sera obligé de reculer. Et on garde nos deux pions très forts. Il ne faut surtout pas les donner, ces pions. Enfin, il faut les donner contre les deux tours. Si on peut les échanger contre les deux tours, on va le faire. Mais sinon, on les garde, c'est les pions qui vont faire la différence. Donc, cavalier H5. Ici, les noirs font un échec en G8. Très bien. Et simplement, les blancs couvrent avec fou G4. Ce qui permet de toujours contrôler la case de 6, hein, notez bien. Hein, ça ne gêne pas, le fait qu'on couvre ici n'empêche pas le contrôle. Cavalier D2. E6 échec, hein, ça commence à sentir le roussi. Roi G6. Et maintenant, alors il nous dit, un petit commentaire ici, le roi pouvant se retirer sur la case F8, évidemment il aurait pu aussi jouer roi F8. Hein. Nous en ferons une variante, on ne la verra pas. Mais sachez qu'elle existe dans le bouquin, bien sûr, c'est analysé. Il y a aussi roi F8 qui est possible. Donc là, les blancs choisissent F7. Alors là, attention, on menace pion prend tour, dame, échec en plus. Donc tour F8 est quasiment forcé. Et là, maintenant, cavalier D4, cavalier F4, pardon, échec. Roi G7. Enfin, quand je dis cavalier F4, non. Philidor, ici, il nous dit le cavalier va sur la 4e case du fou du roi. Il n'y a pas de coordonnées sur l'échiquier. Hein. Le cavalier... Alors, faut se rappeler où est le fou du roi. C'est quoi la case du fou du roi ? C'est la case F1. La 4e, 1, 2, 3, 4... Ouais, ok, F4. Ouais, non, mais ça paraît facile à la lecture, mais au déchiffrage, je peux vous assurer que parfois on s'y perd. Hein. On ne sait plus où on en est. Donc alors, cavalier F4, échec. Roi G7. Et maintenant, regardez, très joli, fou H5. Précis jusqu'au bout, il contrôle F7 parce qu'il ne veut même pas que sur E7 les noirs prennent le pion F7 avec le roi par exemple. Comme ça il aurait donné la tour contre les deux pions et il y aurait encore du travail à faire. On n'aurait qu'une pièce d'avance avec juste un pion. Donc si le pion disparaît, je ne suis même pas sûr que ça gagne. Donc il a quand même intérêt, il faut quand même qu'il garde son matériel. Hein. Donc il est précis jusqu'au bout. Hein. Voilà. Fou H5. Et maintenant sur tout coup, noir. Les blancs poussent leur pion en E7 et ensuite feront dame en E8. On ne prendra même pas la tour, on fera sans doute dame directement. E7 menace dame en E8. Voilà. Ici, la partie s'arrête. Première partie de Philidor et commencent toutes les variantes qui ont été citées dans le texte. Il y a tout un tas de variantes à voir. On aurait pu les voir, on peut les voir bien sûr pendant la partie. Bon, là, on fait une lecture un peu linéaire. Donc voilà le style de Philidor, vous voyez ? Ne cherche pas, il ne vous montre pas des parties parfaites, il vous montre des parties où il y a volontairement des erreurs, mais il vous explique pourquoi c'est des erreurs et comment on fait pour en profiter. Et dans cette partie, on voit bien comment il a maîtrisé à la fois la notion de chaîne de pions, la notion de centre, le fait de supporter ces pions, de bien les tenir, d'éviter qu'on se les fasse casser, qu'on ait des pions isolés, d'essayer de les garder groupés, et enfin de bien les jouer au bon moment, en contrôlant toutes les cases pour avancer, le fait que les pions sont sur la couleur opposée du fou, etc. Cette partie, rien qu'à prendre cette partie et les conseils qu'il y a dedans, vous gagnez 150 points Elo facile d'un coup. Hein. Non mais c'est vrai, sérieusement, si vous arrivez à mettre en pratique tout ce qu'il a mis là, vous imaginez, c'est quand même, c'est pas facile à mettre en pratique ce qu'il a dit là. C'est facile à lire, après il faut bien comprendre et arriver à le jouer sur l'échiquier. C'est très précieux. Voilà. Donc on va maintenant, si vous voulez bien, regarder une des finales de Philidor, pour là aussi voir comment il nous explique la partie finale qui pour moi
Et peut-être la partie... Enfin, les deux parties sont aussi importantes l'une que l'autre. Voilà, on ne peut pas séparer la partie finale de la partie... partie commentée. Donc, je vous ai dit, donc environ 13 parties, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est 13 ou 14 parties commentées, et pareil, à peu près 13 ou 14 finales, et toutes les finales de base. Alors, est-ce que je vous montre... Alors, je vais vous montrer la position de Philidor, commentée par Philidor, de tour et pion contre tour. D'accord ? C'est parce que c'est la plus fréquente, et c'est sans doute celle qui est restée célèbre, puisqu'on l'appelle toujours comme ça. Même si donc il existe aussi la position de Philidor de tour et fou contre tour. Alors je cherche la page. Tour et pion contre tour. Voilà, 221. Voilà, donc j'y suis. Tour et pion contre tour, donc on va mettre la position. Hop. Alors parfois on me demande quel est le logiciel que j'utilise là. En fait c'est un logiciel libre qui s'appelle SCID. S-C-I-D. SCID. S-C-I-D. Voilà, vous pouvez le télécharger sur internet. C'est un logiciel libre, ça veut dire que le code source est disponible et donc les informaticiens peuvent le modifier pour l'améliorer, etc. Alors, vider l'échiquier, ça c'est fait. Alors, tour et pion contre... Voilà. On regardera sans doute... Il n'y a pas énormément de coups dans ces finales, donc on pourra regarder peut-être une ou deux variantes. Et ici... Voilà. Et il y a donc un pion là. Position cruciale. C'est au blanc de jouer. Très bien. Alors j'ai mis une petite note ici, je vais vous la lire. Donc cette position typique, là, ici, là, voilà. Voilà. Cette position, avec la méthode détaillée par Philidor, constitue la très fameuse position de Philidor, qui est donc essentielle à connaître en finale. Elle arrive, ces finales tour et pion contre tour arrivent assez souvent. Il est donc très important de les connaître. Donc ici, E5 qui propose au premier coup, et là, tour B6. Alors, écoutez bien, parce que c'est essentiel là, tous les conseils sont très importants. En conservant cette traverse, alors on appelle traverse aux échecs les lignes horizontales. Donc la traverse ici c'est la 6e rangée si vous voulez. Et c'est toujours d'actualité ce terme. Donc on dit traverse et sinon on dit colonne. On dit colonne A, colonne B, colonne C, ou alors la traverse numéro 6, ou la 6e traverse, ou la 6e rangée. En conservant cette traverse avec leur tour, donc la tour reste ici sur cette traverse, les noirs empêchent le roi blanc d'avancer. Oui, ça empêche, effectivement, le roi ne peut pas bouger. Il ne peut pas aller vers le roi noir en tout cas. Et s'il quittait cette traverse avant que les blancs n'aient poussé leur pion, si les noirs quittaient cette traverse avant que les blancs n'aient poussé leur pion, ils perdraient la partie. Attention, non mais c'est essentiel, ça a l'air de rien, mais si vous n'avez pas compris ce point-là, c'est foutu. Alors on va avoir des exemples, comme vous le verrez dans une variante. Donc il y a une variante où les noirs quittent la 6e, là. D'accord ? Alors on va peut-être commencer par la variante. Voilà. Alors plutôt que tour B6, admettons qu'on joue tour 1. Alors 2, les blancs ici jouent roi F6. Donc ils profitent du fait que la tour a laissé avancer le roi sur la 6e pour jouer roi F6. Si les blancs avaient joué leur roi en face du roi adverse, si les blancs donc avaient joué leur roi en E6, d'accord ? Les noirs auraient pu se remettre dans la position nulle. Ils auraient pu refaire échec avec la tour sur la 6e, le roi serait revenu, et puis finalement il ne se serait rien passé. D'accord ? En donnant échec avec leur tour. Alors ici, c'est pas le cas. Ils sont venus en F6. Ce qui fait que si on vient en A6, il va se passer quoi à votre avis ?
On va pousser le pion. Et c'est quoi le problème? Et voilà, on est menacé de mat. Donc le roi va devoir partir. Donc s'il part, il va pouvoir laisser le champ libre au pion. C'est bien le problème. C'est tout le problème. C'est que le roi, si on veut garder le roi devant le pion pour l'empêcher d'avancer, il faut que la tour aide à ça. Il ne faut pas donc permettre des menaces comme de ce type-là. Donc tour A1, roi F6. Très bien. Et maintenant, donc, les noirs tentent quand même tour F1 échec. Alors, ils disent, si les noirs avaient joué l'échec en A6, les blancs auraient couvert cet échec avec leur pion, donc ils auraient joué effectivement D5. Et si, au lieu de ce coup, ils avaient joué leur roi en D8, donc si aussi, ils auraient pu aussi jouer leur roi en D8, il aurait fallu, alors pour les blancs, donner échec avec leur tour. Il aurait fallu jouer tour H8 échec, et ensuite avancer leur roi en E7. Et ensuite, ils auraient mis leur roi devant le pion. Alors souvent, pour gagner ces finales-là, il faut que le roi aille devant le pion. Il faut que le roi, un peu comme dans la finale roi et pion contre roi, c'est quasiment tout le temps le cas, d'ailleurs, dans toutes les finales de pièces, quand il y a un pion comme ça avec le roi, il faut souvent que le roi prépare le passage si on veut gagner de façon sûre. Il ne faut pas pousser le pion tout seul. Il faut que le roi soit devant. Sinon, on n'arrive pas, le pion tout seul, il se fait bloquer. Donc, bon, ça c'est, je l'ai dit, voilà, c'est bon. Donc ici, il y a eu donc tour F1, et donc maintenant roi E6. Et là, c'est quoi le problème? C'est mat. Alors imaginez qu'on couvre par, par roi F8 là, par tour F8 pardon. Si on couvrait par tour F8, il se passerait quoi? Et voilà, il y aurait tour A7 qui menace mat aussi. Ou alors de gagner la tour. Et on ne peut rien faire. Oui, mais là c'est clair parce qu'il y a eu l'échec en F1. Oui. Est-ce que s'il y a tour 1, c'est pas nul aussi? La nul de Kling et Horvitz? Oui, bien sûr. Ouais. On peut aussi arriver à faire nul. Oui, oui. Alors, mais le problème après, c'est que, oui, alors il n'y a pas tous les coups. Il peut y avoir effectivement des petites erreurs. Mais enfin, ça montre quand même que la possibilité de gain. Mais on ne va pas jusque-là parce que moi j'ai repris le manuel, j'ai pas fait un manuel théorique pour montrer toutes les astuces. Mais tu as raison, oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Si on joue très précis, mais c'est encore, et donc il faut aller plus loin après, on peut arriver à effectivement à faire nul. Tu as raison, c'est juste. Mais c'est Philidor, attention. Donc, Oui, c'était pour être sûr, j'étais pas sûr. Oui, oui, non, c'est juste, c'est juste. Mais on est sur la théorie plus élevée là quand même. Hein. On montre les pièges quand même de cette finale ici. Hein. Mais tu as raison, c'est vrai, c'est juste. Donc ici, roi E6, roi F8. Les noirs jouent le roi en F8. Et là, donc il nous propose tour H8, échec, roi G7. Et maintenant, tour E8. Voilà. Avec une position maintenant très difficile à défendre pour les noirs. Ceci dit, sur une très bonne défense, comme tu viens de le dire, en fait, on peut toujours encore arriver à faire nul ici. D'accord ? Donc il continue quand même pour vous montrer comment on peut gagner, mais il y a un coup très précis à connaître qui permet encore d'assurer la nulle, mais très peu de joueurs savent le jouer parfaitement. Voilà, donc, mais c'est quand même une suite ici qui ne permet pas aux noirs d'assurer la nulle facilement. Il y a encore des choses théoriques à connaître parfaitement. Ici, donc, on a préparé le terrain, on a empêché le roi noir d'être devant le pion, et on a encore des chances de gain qui sont nettes. Alors il vous montre un gain possible, mais c'est vrai que depuis... dans les années, mais c'est récent, hein, c'est au XXe siècle, on a réussi une méthode pour vraiment, sur un coup, sur une méthode encore plus précise, arriver à annuler ici encore avec les noirs. D'accord ? Donc on va revenir quand même à la position de Philidor, où la nulle est quand même plus simple pour les noirs. Ici, chance de gain pour les blancs encore très forte. D'accord ? Donc on revient maintenant sur la partie au début. Ici, donc simplement, on ne quitte pas la sixième. Voilà, on joue tour B6. Maintenant, tour A7, tour C6, et il nous dit, les noirs ne doivent quitter cette traverse avec la tour qu'au moment où les blancs passeront leur pion. Voilà. Si vous attendez que le pion bouge, vous allez voir, après c'est très simple d'annuler. Pas du tout comme dans l'autre variante où ça devient extrêmement compliqué, et la plupart des joueurs perdent. Hein. Il n'y a que les grands maîtres qui arrivent à jouer la position théorique, vraiment, où on arrive à sauver les meubles. Hein. Donc ici, tour C6, ici E6, et c'est l'heure, le pion a poussé. Le problème d'avoir poussé le pion maintenant, c'est que le roi ne peut plus venir devant le pion, voyez ? Donc le roi noir, regardez ici, empêchera le roi blanc toujours de venir devant. Donc il ne pourra pas se cacher des échecs. Donc c'est l'heure de faire des échecs. Attention à ne pas se tromper ici quand même. Si vous faites tour C5 échec, c'est quoi le problème ? Le roi vient en F6, et alors ? Il y a menace de mat. Et là, vous ne pouvez pas parer, parce que si vous jouez tour C8,
la tour va de l'autre côté en H7 et encore il y a menace de mat ou alors vous perdez la tour. Donc E6, donc maintenant c'est l'heure pour la tour de venir en C1 et c'est fini parce qu'on va harceler le roi. Et si on couvre, imaginez qu'on arrive à couvrir avec la tour blanche, simplement on échange et vous savez que la finale roi et pion contre roi ici est nulle. Alors si vous n'en êtes pas sûr, et il y en a sans doute parmi vous qui ne savez pas forcément annuler roi et pion contre roi, mais sachez que la méthode pour annuler roi et pion contre roi, elle est dans le bouquin aussi. D'accord ? Non mais voilà, c'est pour ça que pour connaître une finale, il faut aussi connaître les autres. C'est une chaîne. Voilà, donc c'est quand même bien expliqué, et l'autre méthode ne vous assure pas une nulle tranquille. D'accord ? Alors que celle-là, c'est verrouillé. Donc inversement, si vous avez les blancs avec un pion, ou même les noirs, peu importe, si vous avez une finale tour et pion contre tour, sachez que sachant que cette position fait nulle, il faut l'éviter. Donc il faut couper le roi en fait, c'est ça la technique. Il faut couper le roi adverse, il faut l'empêcher de venir devant le pion, à tout prix. Et plus il est loin, plus vous arrivez à l'éloigner, plus la finale sera facilement gagnable. Ceci dit, attention, la méthode de gain, elle n'est pas non plus simple. Il y a une petite méthode pour se cacher avec la tour. Bon, je vous passe tous les détails, je ne vais pas vous faire la théorie. C'est pas le but, là je vous montre quand même ce que dit Philidor. Je ferai un autre cours plus tard peut-être là-dessus, mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi pour expliquer ces subtilités-là. Donc ben voilà, je vous ai fait une partie commentée de Philidor, je vous ai expliqué ce livre, je vous ai fait maintenant une finale. Alors Philidor, né en 1726, il meurt en 1795, et on a estimé qu'il avait presque 100 ans d'avance sur ses contemporains, et que c'est qu'à partir de Stanton, on peut dire que les joueurs ont commencé à jouer mieux que lui, quoi. Voilà, donc il a quand même une grosse avance, et il n'a pas eu de rival, il n'y a aucun rival. Stama était sans doute, le match contre Stama, c'est sans doute le match de Philidor le plus connu, et il lui a quand même mis 7-3, et en plus il était encore très jeune, et donc plus tard il a eu aucun opposant, il n'a jamais été en danger toute sa carrière de joueur d'échecs. Il a fini sa carrière au club de Londres, on était à la Révolution française, donc on l'a accusé d'être un émigré, mais non, parce que d'abord c'était pas un noble, il s'en est défendu d'être un émigré lors de la Révolution. Et surtout, c'était le club de Londres lui permettait de vivre, parce qu'il le payait pour aller jouer aux échecs, alors qu'il n'avait plus son cachet de musicien, puisqu'il était musicien du roi, et que le roi, vous savez que le roi, en 89, il lui arrivait des bricoles, donc voilà. Donc, forcément, la rente de Philidor est passée à la trappe avec. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Donc, si vous avez des questions maintenant, ou des approfondissements, c'est maintenant. Prenez le micro. Oui, alors venez prendre le micro. Il y a eu combien d'éditions de ces livres ? Alors, combien d'éditions ? Alors, à ma connaissance, il y en a quelque chose comme entre 70 et 80. Alors, au détail près que toutes ces éditions datent donc soit du 18e, évidemment pour les premières, soit du 19e siècle. Mais depuis le 20e siècle, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Il n'y a aucune édition au 20e siècle. Alors en fait, il y a une édition en 1988, mais qui n'est pas une vraie édition, c'est un facsimilé. Donc un facsimilé, ça veut dire quoi ? C'est une photocopie en fait. Donc c'est une photocopie d'une édition du 19e, donc il n'y avait rien de nouveau. 1988, voilà, mais c'est juste une copie, donc vous allez chercher la copie de l'original, vous pouvez avoir des copies sur le net aujourd'hui, il y a des projets de numérisation de bibliothèques, il y a beaucoup de livres disponibles sous cette forme-là, donc vous aurez un original, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas eu de nouvelle édition. Ce que j'appelle une nouvelle édition, c'est qu'il y a eu un travail supplémentaire de fait. Il y a eu un ajout, il y a eu une transformation de la matière originale pour en faire quelque chose de modernisé, quoi. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est d'abord j'ai regroupé les deux préfaces de 1749-1777. Je crois que je ne suis pas sûr que ça ait été fait ailleurs. J'ai tout mis en notation algébrique. Il y a des livres de Philidor qui ont été mis en notation algébrique, ça existe, mais ce n'est pas toutes les éditions. Sur les 77 qui existent, je ne sais pas, il y en a peut-être une dizaine, pas plus. Et j'ai mis un échiquier tous les 4 coups aussi. Ça, je pense que c'est assez unique. Voilà. Et puis j'ai rajouté une préface avec des informations. Et il y a aussi quelque chose comme une cinquantaine ou une soixantaine de notes de bas de page avec des informations supplémentaires, notamment sur tous les joueurs qu'il cite. Parce qu'il va citer, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, il cite Cunningham, il cite Bertin, il cite Don Pietro Carrera, qui sont
des joueurs aussi, et donc j'ai fait des petites recherches et j'ai mis quand même des informations sur ces joueurs dans le livre. Voilà. Oui. Est-ce qu'il a parlé de Ruy Lopez? Alors non, il ne parle pas de Ruy Lopez du tout. Alors voilà, donc ça c'est pour moi ça reste un mystère. De toute façon, le livre de Ruy Lopez pour moi est un mystère. C'est-à-dire que c'est à la fois pour moi c'est une grande découverte. En fait, je connaissais pas du tout son livre. Il y a encore de ça, je dirais 3 ans. Donc j'ai découvert que ça existait et je me suis dit il faut que je le lise. Bon, et j'ai cherché des éditions, j'ai cherché des informations et j'en trouvais pas à part le livre lui-même, à part des copies du livre, des facsimilés, donc des photocopies. Des bibliothèques qui ont gardé des originaux, il y en a très très peu, il y a très peu d'originaux dans le monde, et c'est pas repris. Alors c'est à la fois, enfin c'est un mystère, mais j'ai quand même des bribes de réponses. Pourquoi il n'en parle pas non plus? Alors il n'en parle pas quand il dit que il peut y avoir un lien entre le jeu d'échecs moderne, enfin en tout cas le jeu d'échecs du 18e et le Latron-Couli romain, à ma connaissance. Mais bon, j'ai pas lu assez pour savoir, mais celui qui parle de ce lien-là, c'est Ruy Lopez. Donc, il l'a peut-être pas lu, mais cette information vient du livre de Ruy Lopez. Et donc, le mystère vient peut-être du fait que, justement, les règles de Ruy Lopez ne sont pas du tout les mêmes. Puisque pour Ruy Lopez, le roi saute de 2 cases, il n'y a pas de roc. Et Ruy Lopez met en avant la prise en passant, alors que les Italiens ne le jouent pas. Bon, Philidor, pour lui, la prise en passant, ça ne pose pas de question. Il y a la prise en passant. Il fait quand même quelques remarques au début du Philidor sur le fait que les Allemands se permettent, alors je ne sais plus comment il dit ça, il faudrait retrouver le terme, mais c'est amusant, mais se permettent à tort, c'est un peu n'importe quoi, en gros, il dit, voilà, de jouer 2 pions à la fois. À l'époque, les Allemands, d'après Philidor, à l'époque, les Allemands encore jouaient 1 E3 D3 pour équilibrer le fait qu'on puisse aussi jouer le pion de 2 cases. Mais il dit que ça va contre le sens du jeu, c'est n'importe quoi. C'est amusant de voir ça parce que Ruy Lopez dit la même chose des Italiens sur le roc. C'est-à-dire qu'on voit que dans la construction des règles du jeu, si on lit ces auteurs et qu'on fait attention, c'est eux qui ont impulsé le fait qu'on garde certaines règles et qu'on en enlève d'autres. C'est eux qui ont donné leur avis et qu'on a suivi. Voilà. Donc c'est eux qui ont construit le jeu. C'est pas un comité qui s'est réuni quelque part. Non, c'est les grands joueurs de leur temps qui déjà acceptaient sans doute de jouer avec les règles qu'on leur proposait, qui pouvaient être variées, et qui ont retenu celles qu'ils estimaient les plus conformes à l'esprit du jeu. En France, on trouve des joueurs qui jouent toujours. Et en France, on trouve encore. Voilà, oui. Oui. Alors, il faudrait que je retrouve ce passage. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Ouais. Je vais essayer de vous retrouver le passage où il parle de ça, parce que c'est marrant. Oui. Voilà. Voilà, écoutez bien. Ouais, c'est là. Donc écoutez bien. En plusieurs endroits de l'Allemagne, on a défiguré ce jeu à ne le reconnaître que par la forme de l'échiquier et des pièces. Premièrement, on fait jouer 2 coups de suite en commençant la partie. Cette méthode doit paraître d'autant plus ridicule qu'il n'y a aucun jeu où l'on ne joue alternativement chacun à son tour. Ceci dit, cette remarque, elle est tendancieuse, parce que le roc, c'est bien 2 coups à la fois. Et c'est l'argument de Ruy Lopez pour refuser le roc aussi. Donc si on suivait ce conseil ainsi que Ruy Lopez, il faut absolument écrire à la FIDE pour leur dire c'est pas bon, il faut changer. Le roc, là, d'après Ruy Lopez et Philidor, c'est extrêmement discutable comme règle. Et d'ailleurs, pourra-t-on aisément concevoir qu'entre 2 bons joueurs, celui qui joue le dernier ait beaucoup de chances pour gagner la partie? En second lieu, on donne au pion le droit de passer prise. Passer prise, ça veut dire on donne au pion le fait de pouvoir jouer de 2 cases en évitant la prise en passant. En Allemagne. C'est exactement la méthode d'ailleurs qui était jouable en Italie. Il n'y avait pas la prise en passant. Que Ruy Lopez avait fortement quand même insisté pour qu'on ait cette prise en passant. C'est pas normal que le pion comme ça puisse s'échapper alors que l'autre a fait tout le travail en fait. C'est ça l'idée. Le soldat est arrivé jusqu'au front et l'autre, en un coup, hop, il s'échappe. Donc en second lieu, on donne au pion le droit de passer prise, ce qui forme non seulement un jeu tout différent du véritable, mais il diminue de beaucoup sa beauté parce qu'un seul pion pourra passer au devant de 2 autres qui, avec adresse et peine, se seront industrieusement glissés à 3 cases de fer dame,
et qui se trouveront arrêtés par le roi ou par un fou adverse, tandis que ce seul pion ira ou faire une dame, ou vous forcera d'abandonner tous les vôtres avancés, pour venir faire la guerre à ce misérable qui n'a aucun mérite et qui n'a rendu aucun service dans le courant de la partie. C'est assurément tout opposé aux maximes de la guerre où le mérite seul peut contribuer à l'avancement d'un simple soldat. Si vous lisez quand on lit ça, bon, c'est quelque chose qu'il faut creuser, qu'il faut regarder, mais moi je sens le plagiat, quoi. C'est-à-dire, ce passage est très semblable à celui qu'on lit dans le Ruy Lopez, pour pas dire le même, quoi. Vous lisez les deux. Alors comme c'est du français du 18e et que l'autre est du espagnol du 16e, on peut dire, bon, c'est pas tout. Mais si vous lisez, parce qu'il parle aussi de la référence à la guerre pour ce passage-là, Ruy Lopez, le fait que le pion est tous ces arguments sont dans le Ruy Lopez déjà. Alors là, c'est le Philidor. Hein. Voilà. De plus, lorsque le roi Roch, il a le privilège de pousser en même temps le pion de la tour. Ah oui, alors en plus en Allemagne, quand le roi Roch, il avait le privilège aussi de pousser le pion de la tour. Il pouvait peut-être faire le Roch et en plus jouer H3. Bon, hein. Et dans ce cas, il joue encore 2 fois de suite. Selon moi, toutes ces difformités ont été introduites par des chicaneurs qui, pour leur avantage, auront fait jouer les gens à leur fantaisie. C'est bien ça, hein. Moi j'aime bien quand ça casse un peu. Ouais, non, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc voyez, donc vous avez quand même des informations. La préface de 49 est très riche d'informations comme ça. Hein. Alors il faut être très attentif, il ne faut pas le lire comme on lit comme ça, je sais pas moi, une recette de cuisine. Hein. Chaque phrase est pesée, quoi. Il y a beaucoup d'informations. Voilà. Vous avez peut-être une autre question? Non. Je crois qu'il y a un autre passage amusant sur ce thème-là. Ah oui. Ah oui. Écoutez bien, je vous fais ça pour finir, si vous voulez. Bon, après, vous pourrez le lire, hein, bien sûr. Dans ce beau chemin de critique, il m'est impossible d'avoir assez de complaisance pour épargner mes compatriotes. Bon, il n'épargne pas les Français non plus. Hein. Qui ont donné dans une erreur aussi grande que celle des Allemands. Ils sont d'autant moins pardonnables qu'il y a parmi eux une quantité de très bons joueurs, et même des plus excellents de l'Europe. Il est donc à présumer qu'ils se sont laissés entraîner, comme j'ai fait autrefois, donc mea culpa, hein, par une mauvaise coutume, établie selon toute apparence par quelque ignorant, qui aura été l'introducteur de ce jeu dans le royaume. Je me persuade que c'était un joueur de dames, qui, ne sachant à peu près que la marche des échecs, s'imaginait qu'en allant à dame, on pouvait faire autant que sur un damier. Je demande donc, sans citer Palamède ou d'autres qui ont limité ce jeu à une seule dame, 2 tours, 2 chevaliers, etc., si cela ne fait pas un bel effet de voir promener sur un échiquier 2 pions plantés sur une même case pour marquer une seconde dame. Ça veut dire que les joueurs avaient pour habitude, quand ils faisaient dame, de mettre 2 pions sur la case où le pion arrive à dame. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en général? On met une tour renversée, vous savez, quand on n'a pas de dame autre. Et les joueurs ici mettaient 2 pions. Bon, c'est pas non plus là, c'est pas très grave parce que c'est symbolique. On peut comprendre que c'est une dame, mais quand même, il dit que c'est pas bien. Hein? Si cela ne fait pas un bel effet de voir promener sur l'échiquier 2 pions plantés sur une même case pour marquer une seconde dame. S'il en vient une troisième, chose que j'ai vue plusieurs fois à Paris, imaginons qu'il y ait une troisième dame, cela fait encore une meilleure figure surtout, et c'est encore plus laid, quoi, hein, en gros, hein, voilà. Hein. Il faut traduire, quoi, parce que lorsque la base du pion est à peu près aussi large que la case qui doit contenir 2, ben oui, en plus si le pion est trop gros, bon. Je laisse donc à juger à présent si cette méthode n'est pas des plus ridicules et d'autant plus blâmable qu'elle ne se pratique dans aucun endroit où le jeu d'échecs est connu. Voilà. Toutefois, si malgré mes remontrances, mes compatriotes s'obstinent à continuer dans la même erreur, je veux les exhorter d'avoir au moins la précaution, pour éviter toute chicane, de faire dans un jeu d'échecs 3 ou 4 dames, autant de tours, chevaliers, etc., pour les placer au besoin. Donc, en prévision de la promotion, il conseille quand même d'avoir donc plusieurs dames à l'avance. Ce qu'on fait aujourd'hui dans les tournois, vous savez qu'il est interdit, dans les règles du jeu, aujourd'hui, de remplacer le pion qui va à dame par une tour renversée, ou même par 2 pions, comme ils pouvaient le faire à l'époque, etc. Il faut remplacer par une dame, sinon le coup est jugé comme un coup illégal. Hein. Voilà. Pardon ? La tour reste une tour, même si elle est renversée, effectivement. Donc, du coup, ça va poser un problème aux joueurs. Exactement. Voilà pour ce livre Philidor. Merci de m'avoir donc suivi.